On a le témoignage d'une personne qui était sur la flottille pour Gaza. Écoutez bien, c'est une dinguerie ce qui lui est arrivé. Ce sont aussi des accusations qui sont très importantes. Oui. C'est pour ça que c'est important aussi qu'on s'arrête ensemble. Oui. Et je sais que quand on est victime, c'est très difficile de revenir sur ces moments. Donc à tout moment, vous avez le droit de dire que c'est compliqué pour vous. Lorsque vous rentrez un par un dans ce hangar, vous dites que vous êtes violenté et torturé, et parfois aussi agressé sexuellement. Oui. Ces violences, elles sont physiques, on vous frappe. Oui. Oui. Vous avez été vous-même battu? J'ai été battue et agressée sexuellement. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Quand je suis rentrée dans cet hangar, un soldat me fait rentrer. Ils ont cette prise de vous mettre le bras comme ça et de vous baisser la tête. Je vois un de mes camarades par terre, avec le pantalon baissé, mais encore le caleçon. Et puis, il y a un autre soldat en face qui fait « Hey !» Et on avance. Et là, la première chose qu'il fait, c'est venir me palper la poitrine. Le témoignage de Myriam Adjal après la flottille pour Gaza choque énormément sur les réseaux. Elle affirme avoir été humiliée et violentée par des soldats pendant l'intervention contre les militants qui sont partis vers Gaza. Et pendant que cette affaire fait exploser les réactions, la tension entre Israël et plusieurs pays européens continue de monter. La France a déjà condamné certaines déclarations de ministres. Un ministre israélien d'extrême droite, Ben Gvir, a été empêché de participer à certains événements sur le territoire français après de grosses polémiques diplomatiques. Aujourd'hui, de plus en plus d'ONG et de responsables politiques accusent le gouvernement de, vous savez qui, d'aller beaucoup trop loin dans la gestion de la guerre à Gaza. Je sais même pas si on peut parler d'aller très loin parce que là il ne reste plus rien. Donc beaucoup estiment que les témoignages de militants comme Myriam Adjal montrent un climat de plus en plus violent autour de ce conflit. Et ça dépasse largement le Moyen-Orient. Manifestations de tensions politiques, prise de position internationale. Le conflit à Gaza provoque des réactions partout dans le monde, y compris en France. Et une question revient de plus en plus jusqu'à où les gouvernements occidentaux vont continuer à soutenir Israël malgré toutes les accusations autour des droits humains. L'organisation de l'équipe de France. Parce que j'ai regardé les comptes Twitter des joueurs de l'équipe de France. Alors vous avez Maxence Lacroix qui dit disciple de Jésus-Christ sur son compte Twitter. Disciple of Jesus Christ, dit-il. Vous avez Manu Koné qui dit God is great, Jésus. Regardez. Joueur de l'équipe de France. Manu Koné. Jésus, c'est intéressant parce que c'est une jeune génération. Vous n'imaginez pas Michel Platini, Luis Fernandez, Joël Batz, il y a 40 ans, mais c'est tout à fait étonnant. Vous avez Désiré Doué qui a dit Dieu est grand. De la même manière. Alors est-ce que c'est le même Dieu dont on parle? Oui, en l'occurrence Désiré Doué, oui. Et vous en avez également une quatrième, je crois, que j'avais donné. Voilà, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Ça, c'est une publication de Maxence Lacroix, c'est un psaume. Et puis, je crois une autre, voilà. Ça, c'est Gloire à Jésus qui Manu Koné. Gloire à Jésus. Et le premier qui a. C'est étonnant quand même. Le premier qui a mis en avant sa foi catholique, c'est Olivier Giroud. Oui. Oui, mais c'est une jeune génération, je vous le répète, dans les années 70, 80, 90, et puis même la génération 98. Bichette Sarassou, Didier Deschamps, ne mettez pas sur leur compte Gloire à Jésus. Après tout, hein. Mais oui, non, mais c'est. Moi, je trouve ça très bien. Pas mal, oui. Je trouve ça très bien. Pascal Pro, il est là souriant, content, il nous explique que l'équipe de France se rechristianise. Pourquoi? Parce que les joueurs font le signe de croix après un but ou postent des versets bibliques sur Instagram. Sur le plateau de CNews, tout le monde est content, c'est beau, c'est bien, la France revient à ses racines. Mais c'est les mêmes qui ont passé des années à s'énerver quand c'est des joueurs musulmans qui montraient leur foi. Un joueur qui se prosterne après un but, on parle de scandale national. Un joueur qui jeûne pendant le ramadan, carrément il met sa religion avant le maillot. Et un joueur qui dit qu'il boit pas d'alcool pour sa foi, c'est du communautarisme. Donc on a la même chaîne, même plateau, même type de personnes, juste la religion, c'est pas la même. D'un coup, c'est une bonne nouvelle pour la France. Donc soyons clairs, le problème c'est jamais vraiment la religion dans le foot, mais le problème c'est juste laquelle, j'ai l'impression. Bien sûr, chacun est libre de pratiquer sa religion comme il le souhaite. Il n'y a pas de débat sur ça. Et il faut arrêter de faire deux poids, deux mesures. Personnellement, c'était mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires, on en parle. L'espérance pour vous, ça peut être quoi alors dans un an ou dans 2 ans ou dans 5 ans? Il va y avoir des soulèvements de divers ordres. Le sang va couler. Mais c'est à partir de ces soulèvements... Non, mais c'est pas bien grave, c'est régulièrement, ça. C'est pas bien grave, si. Moi, j'habite dans le 5e, je suis tranquille, hein, donc... Grave, mais
Monsieur à la télé présenté comme un grand intellectuel, il dit que bientôt le sang va couler en France. Il dit mot pour mot, c'est pas bien grave. Des gens qui meurent, c'est pas bien grave. Moi, j'habite dans le 5e, je suis tranquille. Il a dit ça, le gars. À savoir, ce mec parle de chaos, de sang, de soulèvement, et dans la même phrase, il te dit qu'il sera bien au chaud dans son appart de luxe à Paris. Donc, je pense que c'est simple. Quand t'as de l'argent et le bon code postal, la misère des autres, c'est juste un sujet de débat à télé. Et en plus, le sang dont il parle, c'est pas le sien, c'est celui des quartiers, des gens qui galèrent déjà sûrement. Et Pascal Praud en face, lui, il est là, tranquillement, normal, comme si de rien n'était. Comment tu peux venir à la télé sortir ce genre de phrases devant des milliers de téléspectateurs? Parce que les gens qui te regardent, souvent des personnes âgées, retraitées, parce que c'est news, on sait très bien. Éric Nolot a réussi à créer un problème là où il n'y en a pas. Écoutez bien. D'après la citation d'Alain Finkielkraut, que je ne répéterai pas. Ouais. Apparemment, ils se sentent pas français. Après, comment ça peut se terminer? Moi, je pense que je ne le souhaite pas évidemment, mais ça ne peut que se terminer par un affrontement. Parce que quand vous aurez expliqué aux Lensois qui fêtent ça sans un seul problème, que c'est eux le problème de la France, et pas la canaille qui ravage Paris pour un oui, pour un non, à un moment, il y aura une révolte de ce peuple qui en aura marre de se faire traiter criminel alors qu'ils rendent hommage à leurs racines, à une grande équipe de football, etc., etc. Et on peut multiplier les exemples. Ces deux France-là ne pourront pas cohabiter pacifiquement très longtemps. Je le regrette, je ne le souhaite pas, mais je le vois venir très fort. Le problème dans ce que dit Éric Nolot, ce n'est pas défendre les supporters lensois. Bien sûr qu'il y a énormément de supporters de Lens respectueux et passionnés. Mais le problème, c'est qu'il oppose les Lensois à une autre partie de la population française, surtout les jeunes dans des quartiers populaires et issus de l'immigration, on sait très bien. Comme s'il y avait d'un côté les bons Français et de l'autre des casseurs dangereux. Et ça, pour moi, c'est faux et injuste parce que des débordements, il y en a dans tous les milieux et dans tous les groupes de supporters. En France, comme partout dans le monde, il y a des casseurs chez certains ultras. Il y a des violences dans certains matchs. Donc, il y a des débiles un peu partout. Alors, pourquoi résumer des millions de jeunes de quartier à quelques casseurs? Et surtout, pourquoi parler d'un futur affrontement entre deux France? Personne ne demande ça. Personne ne veut ça. Je sais pas à Éric Nolot d'où il a entendu ça. À savoir, les supporters lensois ne parlent pas de guerre civile. Les jeunes des quartiers non plus. Cette idée d'un affrontement, elle vient surtout de certains plateaux télé qui passent leur temps à dramatiser et à opposer les gens entre eux. Parce qu'à écouter ce genre de discours sur CNews, on dirait que la France serait au bord de l'explosion permanente, alors que dans la vraie vie, la majorité des gens vivent ensemble. En cas de second tour RN-LFI, en cas de second tour Jordan Bardella ou Marine Le Pen face à Jean-Luc Mélenchon, pour qui votez-vous? Non mais alors encore une fois, je vais pas me prononcer sur un second tour qui n'existe pas. Moi, je considère aujourd'hui, je vais être parfaitement clair, que le plus grand danger pour la vie démocratique de notre pays aujourd'hui, c'est la France insoumise. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Quand vous avez vous votez Bardella ou Le Pen? Quand vous avez si le plus grand danger c'est LFI, vous votez RN, ça veut dire? Mais évidemment, je combattrai la France insoumise par tous les moyens possibles. Mais ma conviction profonde, vous savez, c'est que aujourd'hui, la force politique qui est la mieux à même de faire obstacle à la France insoumise et à l'alliance de la gauche avec la France insoumise, qui est le plus grand danger pour notre avenir, la force politique qui est le mieux à même de l'empêcher, c'est les Républicains, c'est la droite française. Et c'est ce que nous avons montré dans les élections municipales, qui a empêché l'alliance de LFI et des socialistes de gagner à Toulouse, à Clermont, à Limoges, à Brest. C'est pas des candidats du RN, c'est des candidats de la droite, c'est des candidats LR. Et ces candidats, aujourd'hui, ils le montrent très bien, le meilleur rempart contre LFI, et c'est la raison pour laquelle je ne crois pas que le deuxième tour se produira. Donc là, François-Xavier Bellamy explique qu'il combattra la France insoumise par tous les moyens et que selon lui, seuls les LR peuvent faire barrage à LFI. Mais il y a quand même un problème dans ce discours. Parce que ces dernières années, on a vu plusieurs responsables des Républicains soutenir des alliances ou des votes avec le camp de Macron pour empêcher le Rassemblement national de gagner certaines élections. Et dans plusieurs cas, ça revenait aussi à favoriser des candidats soutenus par la gauche ou proches de la France insoumise. Du coup, beaucoup de Français trouvent ça contradictoire. Comment peut-on dire aujourd'hui qu'on est le meilleur rempart contre LFI alors qu'hier, certains étaient prêts à s'allier avec n'importe qui pour faire barrage au RN? Au final, ce genre de déclaration montre surtout à quel point la politique française est devenue confuse pour beaucoup de gens, entre les alliances de circonstances, les stratégies électorales et les discours qui changent selon les élections. Les Français ont parfois l'impression que les partis pensent plus aux calculs politiques qu'aux convictions ou même au peuple directement.